Il y a beaucoup de monde. Bienvenue à ceux qui sont sur l'Internet aussi. Il y a une grosse masse critique. Il y a au-delà de 300 personnes. C'est le stress total. C'est notre 8e saison. Alors, je vais vous faire un petit aperçu de cette saison qui s'en vient avant qu'on donne la parole à Madame. Le 27 octobre, nous aurons Anne-Marie Gingras, professeure titulaire au département de sciences politiques à l'Université Laval. Elle nous parlera de médias et démocratie vers l'open gouvernement, sans commentaire. Le 24 novembre, Samuel Parent, directeur régional de Québec à IAB Canada. Ça sera l'état de la nation interactive québécoise. Le 15 décembre, la docteure, je ne sais pas si on féministe, Marie-Anne Sergerie, psychologue, mieux comprendre la cyberdépendance. Ça va être bien, je vais peut-être y venir là. Le 26 janvier, Bernard il va parler du journalisme à homme politique, le transit et comment ça s'est passé, de service, de public, de vérité. Le 23 février, Benoît Gignac, il a occupé les fonctions de conseiller politique au gouvernement du Québec, attaché de presse du maire de Montréal du temps de Jean Doré et directeur des communications de la ville de Montréal. On va parler communication politique, réflexion, leçons et petites histoires. Laissez bien, on a plein d'histoires. Le 30 mars, ça sera Éric Lacroix, associé vice-président chez Solutions Web chez Somme. Le sondage et la recherche marketing en 2011, défi, nouvelles possibilités. Le 27 avril, Gilbert Paquette, directeur général et directeur du marketing des Hebdo-Québec. Ça sera les journaux locaux à contre-courant. Ça aussi, je pense que tout va être intéressant, mais c'est intriguant ce titre-là. Et le 25 mai, pour clore, ça sera Sylvain Carle, vice-président technologique et cofondateur de Prézed Média. Le sujet, c'est médias en mutation. Gutenberg ne savait pas non plus. Alors c'est bien, on va de surprise en surprise. Pour plus d'informations, il y a tous les résumés. Il y avait d'ailleurs le papier de chaque conférence et un petit résumé à l'entrée. Vous pourrez le prendre si ça vous intéresse. Sinon, on est sur l'internet à toile.coop. On est sur Twitter, Facebook et LinkedIn. Alors, vous ne pouvez pas nous rater. Gênez-vous pas, nous sommes accueillants et ça nous fait plaisir. Quelques points maintenant. Tout le monde se demande quand on rentre dans un endroit comme ça, on se dit comme ça. Alors, la logistique. La conférence de ce soir devrait durer entre 45 et 60 minutes. Peut-être, on va peut-être dépasser les 60 minutes, mais c'est tolérable. On vous a remis un questionnaire d'évaluation. Merci de le prendre, de le remplir et d'y mettre tous vos avis. Ça nous aide beaucoup. Sur ce même questionnaire, si vous n'êtes pas inscrit à nos invitations, vous pouvez laisser votre adresse courriel pour y être invité. Maintenant, à ma gauche, la conférencière de ce soir, ça fait un peu... C'est pas le cas, on ne s'est pas battu. Ce soir, Madame Bourbonnet va nous parler d'image de marque. C'est quelque chose qui perdure, ça vient de loin, puis je pense que ça ira encore loin. Elle est bien placée pour le faire parce qu'elle a accompagné depuis le début de sa carrière un grand nombre d'entreprises dans leur lancement, leur image, leur réflexion stratégique et positionnement de la marque. En particulier une qui m'est chère parce que j'ai envie le cartable, elle a lancé Fido. Donc elle existait avant Fido et pendant Fido et au lancement de Fido. Puis le lancement, on ne sait pas comment ça a fini, mais il a été fantastique. C'était glorieux comme marque pendant quelques années. C'est vrai, ça. Elle s'est occupée de Bell avec Monsieur B. Il y a eu Job Boom, l'Hydro-Québec, les fromages Port-Neuf pour Saputo, Astral Media, Transat, l'actualité, Pratt & Whitney, l'ASTM et les yogourts. Ils sont bizarrement placés, c'est de l'ASTM et les yogourts. C'est bien. Et maintenant, vous travaillez avec Transcontinental, la Ville de Québec, la Banque Laurentienne, Cascade, le Musée Macorde. Alors, elle a eu, entre autres, trophées, parce que les murs sont trop petits pour tout dessus. Le prix de femme de l'année, catégorie gestion de développement au Salon des femmes en 1997. C'est pas rien. Elle a été nommée avec c'est les Anglais qui ont un sens du jeu de mots, Agent of Change, agent du changement. Et client de l'année, catégorie télécommunication par le magazine Stratégie. C'est assez prestigieux. Et Madame collabore régulièrement au magazine Infopresse avec sa chronique sur les marques. Elle est experte et invitée dans les émissions Télégénération Inc. Elle est présidente de Cohésion Stratégie. Alors, elle est là, je vous la présente et je laisse parler parce que c'est pour ça qu'elle est là, pas moi. Bienvenue. Merci. Bienvenue à tout le monde. Ça me fait plaisir de venir vous rencontrer ce soir. Bienvenue aussi aux amis qui sont sur Internet et qu'on ne voit pas, mais je suis sûre que vous nous voyez.
Donc, ce soir, le sujet qui nous occupe, tendance consommateur et marque tendance. Il y a toujours beaucoup de tendances qui animent les marques, mais moi, celles qui m'intéressent sont celles qui prennent vraiment ancrage dans les nouveaux besoins des consommateurs, dans les réalités émergentes des consommateurs. Donc, j'ai été chaleureusement présentée, mais je vous dirais que quand j'ai été 15 ans en agence de communication, et puis c'est sûr qu'en agence, on apprend beaucoup à positionner, à faire des positionnements qui affectent les communications. Quand je suis passée d'agence chez Microcell, avant de lancer Fido, là, j'ai appris que quand on positionnait quelque chose, on pouvait affecter non seulement les communications, mais on pouvait communiquer ou en fait imprimer le positionnement par l'ensemble de ce qu'on fait, qui touche donc le produit, le service, quand on sert les gens au téléphone, quand on leur répond au téléphone, ça affecte toute la position qu'on occupe dans l'esprit des gens, des consommateurs. Et donc, c'est là où j'ai appris à gérer des positionnements d'une façon vraiment très, très globale. Et c'est comme ça que je suis devenue fascinée par les marques et que j'ai fondé Cohésion en 1998 en me disant qu'au Québec, on avait vraiment besoin d'enrichir nos positionnements ou enfin d'enrichir toute notre expérience client si on veut que nos entreprises soient concurrentielles. Et moi, je trouve que le seul avantage concurrentiel soutenable des entreprises, c'est leur marque. Parce que tout le reste peut être copié. On peut copier un prix. Quand on a lancé Fido, on l'a lancé avec un bon prix, puis les autres ont lentement, ils sont venus nous rejoindre. On peut avoir une promotion, les promotions se copient. Mais la seule chose qu'on ne peut jamais vraiment copier, c'est la marque totale. Pourquoi? Parce que la marque, c'est une impression nette qui est le résultat de tout ce qu'on voit, qu'on touche, qu'on entend, qu'on expérimente au sujet du produit ou de l'entreprise. Et donc ça devient extrêmement difficile à copier. On peut copier une communication, une offre, une promotion, à la limite une caractéristique du produit, mais copier un tout, c'est extrêmement difficile, voire impossible. Pour moi, une marque aussi, c'est que ça implique de vivre, puis de faire vivre la marque à tous les points de contact, et donc ça implique tous les employés à tous les niveaux de l'organisation. Quand on est une entreprise et qu'on souhaite atteindre un positionnement, qu'on le vise, si nos employés de première ligne ne savent pas le positionnement, ne savent pas comment ça les affecte et comment eux affectent le positionnement, c'est sûr qu'ils ne seront pas en mesure de vous faire vivre l'expérience client qui est souhaitée. Et donc, nous, quand on planifie les marques et quand on regarde les marques, on est vraiment animé non seulement de la position stratégique qu'on vise dans le marché, mais aussi de la façon dont les employés vont être capables de livrer cette prestation de marque pour qu'on ait une expérience qui soit sans heurts à tous les points de contact. Finalement, un dernier point, ce sera mes 4 petites pages théoriques. Après, ça y est, je vous ferai rentrer dans l'univers des marques. Mais un dernier point que je trouvais important, c'est qu'une marque, c'est un contrat. Quand on a une marque, une position dans un marché, c'est un contrat qui a des conditions implicites et on ne peut pas enfreindre ce contrat-là sans conséquence. Quand Bell nous dit « Bell est bien simple » et qu'ils nous font vivre les prestations de service et que moi je pose la question « Est-ce que c'est votre impression que Bell, c'est Bell est bien simple ?» J'ai rarement eu la réponse unanime que oui, ça l'était. Et donc, après, ce que ça crée, c'est que ça crée des attentes. Et après, si on ne rencontre pas les attentes, le consommateur il va être plus déçu que si on n'avait rien promis du tout. Alors, une marque, ça devient vraiment un contrat. C'est puissant parce que ça crée des attentes. Et donc, si les attentes sont positives, c'est une raison de la choisir. Mais c'est difficile parce que si on ne rencontre pas ces attentes-là, évidemment, on en paie le prix. Alors, sur ces principes, je vais tout de suite embarquer sur les tendances consommateurs et les marques tendances. On va regarder ce soir 6 grandes tendances consommateurs et qui se traduisent en tendances de marque. Ce que je ferai, c'est que je tâcherai de vous, à chaque tendance, je vais vous illustrer ça avec des cas qui sont très, très actuels. J'ai choisi des cas qui sont
un peu dans le marché du Québec, mais surtout à l'échelle nationale et internationale, j'ai tâché de choisir soit des grands classiques ou des choses qui sont vraiment très, très actuelles. La première tendance s'enracine dans une espèce d'attitude mentale où le consommateur d'aujourd'hui, il devient vraiment très exigeant. Il n'a pas une fortune à dépenser, mais il aime le beau. Et on a juste à penser à la génération X, à la génération Y. Eux, ça ne leur tente pas nécessairement d'économiser pendant 3 ans pour avoir peut-être un ordinateur. Non. Ils veulent, si possible, l'avoir tout de suite. C'est ce qui donne évidemment la force à des grandes chaînes comme Walmart, où la mère de famille a besoin d'acheter ce qu'il faut pour son enfant pour l'école. Elle veut lui acheter des baskets qui vont faire en sorte qu'il va être bien vu de ses pairs à l'école. Elle ne veut pas payer la totale. Elle va chez Walmart. Elle n'a pas une fortune à dépenser. Elle cherche le beau. Et donc, ça donne tendance, ou ça donne chez les marques, un phénomène que j'ai appelé le phénomène des marques chic pas cher. Et si on regarde Walmart, c'est pas cher, mais c'est pas nécessairement chic. Et il y a une marque aux États-Unis qui se distingue et qui s'appelle Target. Je ne sais pas si c'est une marque avec laquelle vous êtes familier. Target, c'est une immense chaîne. C'est maintenant le deuxième détaillant d'escompte aux États-Unis après Costco. Et ils ont une mission. Évidemment, ils ne se communiquent pas beaucoup en français, eux, parce qu'ils sont aux États-Unis. Leur mission, c'est « Expect more, pay less ». Attendez plus, payez moins. Et toute leur valeur ajoutée est ancrée dans le design. Et ce qu'ils ont fait donc, c'est une offre très, très large, un peu à la Walmart, mais avec une expérience de design extraordinaire. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils embauchent des designers pour soit designer les vêtements, que ce soit la vaisselle, que ce soit même les articles de décoration de maison, et un peu à la IKEA où on s'attend à un très grand design, mais évidemment dans une structure de prix qui est vraiment très abordable. Ce qui fait qu'aux États-Unis, maintenant, ils ont 1743 magasins. C'est énorme, ils sont en pleine croissance. Et Business Week parle d'eux comme étant la marque qui est celle qui est en train de gruger sur les talons de Walmart. C'est maintenant le deuxième magasin d'escompte aux États-Unis. La récession ne les a pas touchés. L'achalandage au dernier trimestre a augmenté de 2,6 %. Ils ont des recettes de 14,6 milliards de dollars. C'est immense. C'est le même phénomène qui donne vie à la marque Zara. Zara, c'est les maîtres de ce qu'on appelle toute la mode instantanée. Ils sortent 10 000 designs par an. Puis la particularité de Zara, c'est que leurs designers, ils vont aux parades de mode des grands designers, ils sketchent, ils arrivent dans leur chambre d'hôtel le soir, prennent les sketchs, faxent au bureau chef, et en 2 semaines ou 3 semaines, ils ont entre le sketch et le vêtement qui est sur les tablettes. Ils adaptent les styles, ils adaptent les tissus, ils ont des fournisseurs qui font en sorte qu'ils sont capables d'accélérer leur processus de fabrication. Et en moins de 2 semaines, ça passe des défilés de mode au magasin. Ce qui fait qu'ils sont capables d'être une mode extrêmement, extrêmement rapide. Si vous voyez quelque chose que vous aimez chez Zara, achetez-le, pensez-y pas, parce que ça se peut que 3 semaines après, il n'y en ait plus. 10 000 designs par an. Ils sont maintenant plus gros que Gap et ils sont devenus mondialement le plus grand détaillant de vente de vêtements de mode. C'est la 48e marque dans le classement global des marques mondiales. 68 milliards d'euros de ventes en ligne en 2009. C'est la 14e marque plus importante sur Internet. Une autre marque chic pas cher, J.Crew. J.Crew, ils ont commencé uniquement comme vente en ligne. Ils disent en anglais direct merchant, donc les marchands en ligne.
marchant en direct. Ils ont aujourd'hui ouvert plusieurs magasins, ils ont 247 magasins. Ils distribuent leur catalogue, donc ils vendent soit par catalogue ou en ligne. Leur catalogue est distribué à 36 millions de copies. Ce qui est formidable de J.Crew, c'est que c'est toujours très stylé, très racé, très à la mode, mais pas cher du tout. Et ce qui a fait ce qui a vraiment rendu la marque J.Crew très chic, c'est quand Michelle Obama s'est rendue, quand Barack Obama a été élu président des États-Unis, la première sortie qu'elle a faite, elle s'est rendue en Angleterre accompagnant le président dans sa visite officielle. Et évidemment, elle atterrit à Londres. Et là, il y a les paparazzis qui la surveillent et qui surveillent comment Mme Obama sera habillée. Et elle est habillée, elle est vêtue que de designers américains et entre autres de J.Crew. Inutile de vous dire qu'en quelques heures, les vêtements, le chandail de Mme Obama n'était plus sur Internet, n'était plus disponible. Ils ont qualifié Mme Obama de très chic, de la première présidente ou première dame des États-Unis, c'est-à-dire qui était parmi les plus chics. Puis évidemment, elle est chic parce qu'elle a un style, mais aussi parce qu'elle porte les vêtements de façon extraordinaire. Voilà. Une autre, les marques chic pas chères s'expriment aussi, on peut penser dans les lignes aériennes. On pense à Porter. Porter, pas cher du tout. Avant l'arrivée de Porter, un vol Montréal-Toronto, régulièrement, c'était 600 $, 700 $. Et Porter arrive, Montréal-Toronto, un aller, 89 $, aller-retour, 188 $. Pas cher. Et donc, 178, je devrais dire. Porter nous fait vivre une expérience en vol vraiment très chic. On a un petit plateau modeste, mais quand même bien stylé, bien looké. La bouteille d'eau est brandée à la Porter. Et surtout quand on arrive dans la salle à Toronto, on a l'impression d'une salle d'attente, évidemment, qui est de première classe, de premier calibre, très chic. Et ça n'est pas la salle pour les gens qui ont réservé en classe affaires. Il n'y a pas de classe affaires sur le vol, tout est la même classe et tout le monde est dans le même lounge avec accès à la machine à expresso. Évidemment, ça ne se compare pas aux salles d'attente dans l'aéroport de Toronto. Mais c'est tout le phénomène des marques chic pas chères où on réinvente la façon que l'entreprise a de travailler pour offrir du style à un consommateur qui est prêt, qui cherche ce style-là. Cette tendance-là s'est manifestée aussi dans les hôtels. En plein cœur de Manhattan, une chambre à 100 $. Évidemment, on peut avoir plus d'options, mais on va payer plus cher. Très design, très lookée, toute petite. Il y a le lit, la toilette, puis basta, ça y est. Mais c'est 100 $, c'est en plein cœur de Manhattan. À Québec, 99 $ la nuit, l'hôtel Le Quartier. Amsterdam, le Cubic. Et puis, ce qui est très intéressant que vous voyez, c'est une toute petite pièce, évidemment, qui est à peu près toute nue et dans lequel il y a une espèce de module qui entre où il y a le lit et la toilette intégrés dans cette espèce de module qu'on voit ici en bas. On le voit en bas puis on le voit en haut à gauche. Mais c'est un module. Donc, la construction de la chambre d'hôtel est vraiment très, très, je dirais, pré-usinée. Peu de décor, c'est chic, c'est slick, c'est pas cher, 100 $ la nuit. Donc, ça donne lieu à toutes sortes d'offres qu'on n'aurait pas réfléchi avant ou qu'on n'aurait pas imaginé avant parce qu'on fait affaire à un consommateur qui, évidemment, a du goût, veut être stylé, veut être looké, n'a pas envie de dépenser les 1000 $ la chambre comme ça peut coûter en plein cœur de Manhattan, souvent même à tarif réduit. Deuxième grande tendance. Le consommateur est renseigné, évidemment, de nos jours. On sait qu'il a accès à Internet. Il arrive, par exemple, dans les salles de montres des concessionnaires automobiles, il en sait souvent plus que les représentants. Il sait exactement les options, il veut voir, il veut toucher, il est renseigné. Et
ce qui arrive, c'est qu'il se fie maintenant souvent plus à l'opinion de ses pairs qu'aux allégations des entreprises. Il a trop lu, il a vu, il croit pas beaucoup, il commence à être sceptique. Et donc, on se parle les uns les autres, évidemment, avec Internet, les réseaux sociaux. Vous aurez des conférences à ce sujet-là. Et ça donne lieu au phénomène des marques virales, où on croit plus son chum, son ami, son voisin ou quelqu'un qui a fait l'essai du produit que ce que toutes les entreprises peuvent nous dire sur leur site Internet. C'est sûr qu'ils se renseignent énormément, mais ils veulent savoir ce que les gens en pensent vraiment. Et donc, une fois qu'ils adoptent un produit, ils propagent la bonne nouvelle. Ils propagent, ils en parlent aux autres, et ça fait en sorte que les marques ont aujourd'hui un potentiel de vitesse puis d'accélération dans les marchés qu'on n'aurait jamais pu imaginer auparavant. Quand on parle de marque virale, on ne peut pas passer à côté de Dove, qui est une grande marque à plusieurs égards. Dove était une marque à peu près endormie, une marque de livre qui était à peu près endormie. En 2004, ils ont relancé avec la campagne pour la vraie beauté. Si vous vous souvenez, c'était une magnifique campagne affichage qui était ici, dans les rues de Montréal, où on parlait évidemment, l'initiative de la vraie beauté, rousseur ou splendeur, chauve ou charmante. Évidemment, ça fait allusion à toutes ces femmes qui ont eu des traitements de chimio, corpulentes ou ravissantes. Et puis, en 2008, ils ont lancé ils ont filmé un clip qui était le clip Évolution, qui a été vu des millions de fois sur Internet. Je vous le présente. Quand il a été lancé, 16 millions de visionnements sur YouTube. Seulement sur YouTube, ou YouTube seulement, là, 16 millions de visionnements. Vous imaginez, ça veut dire 16 millions de fois que les gens vont voir volontairement un clip publicitaire. Il y a eu de la couverture, ça s'est répandu à travers la planète sans un seul dollar média. Ça a gagné un grand prix à Cannes. On ne pourrait pas s'imaginer, ou on n'aurait pas pu s'imaginer un lancement puis un tel déferlement de marques comme ça il y a quelques années. C'était impossible à imaginer. Xbox fait maintenant ses lancements. Quand ils ont lancé Halo 3, ils ont lancé Halo 3, c'était le plus gros lancement que Xbox avait fait. Et ils ont fait un message publicitaire où c'était uniquement, c'est un jeu, évidemment, un jeu vidéo, où c'était uniquement l'ambiance du jeu. Ça ne montrait pas le jeu, ça montrait l'ambiance du jeu. Et après, évidemment, ça nous invitait à surveiller le lancement. Le lancement, après, évidemment, nous amenait sur le site Web, et sur le site Web, on pouvait vivre toute l'expérience du jeu de Halo 3. Le message de lancement a fait en sorte que la marque est devenue virale dans 26 pays. Je vous présente le message de lancement. C'est extraordinaire parce qu'on ne voit pas le jeu, on crée l'ambiance, on crée l'expérience.
Et c'est ça qui a parti la viralité parce que c'est vraiment une expérience d'ambiance extraordinaire. Can you tell us what you remember about the battle? We'd been fighting for a while. On the 7th day, we ran out of ammo. We had to scavenge all we could from the weapons that had been left behind. The pistols, shotgun rounds, a handful of grenades. Do you remember where you were? When Master Chief armed his grenade, I was in the back of an overturned Warthog firing an M41. How did you manage to keep it together? We knew Master Chief was still in the fight. He gave us hope. Rated M for mature. C'est tout. Mais quand on est amateur de jeu, il y a cette ambiance-là, on a l'impression que ça va être la vraie expérience du combat. Et donc, ça a parti la marque. Ça a été le plus grand lancement de Xbox à ce moment-là. Une autre marque, elle est incontournable. Quand on veut parler de marque virale, c'est sûr, Old Spice. Est-ce qu'il y en a qui l'ont vu? Oui. Alors, Old Spice, c'est une très, très vieille marque qui a été lancée en 1938. Vous, à votre âge, c'était probablement la marque de vos grands-pères. Mais c'était une marque, à nouveau, une marque complètement endormie. Elle a été rachetée en 1990 par Procter & Gamble et elle vient d'être relancée en 2000. Donc, en l'an 2000, Procter & Gamble relance Red Zone et finalement, la marque, les ventes s'envolent. Et ce qui est arrivé récemment, c'est qu'ils l'ont repositionné ou relancé avec un message publicitaire. On ne sait pas s'il vise les hommes ou les femmes. Il parle à la fois aux femmes, aux hommes, mais c'est vraiment très, très habile. Je vous le montre. Hello, ladies. How are you? Fantastic. Does your man look like me? No. Can he smell like me? Yes. Should he use Old Spice body wash? I don't know. Do you like the smell of adventure? Do you want a man who smells like he can bake you a gourmet cake in the dream kitchen he built for you with his own hands? Of course you do. Swan dive into the best night of your life. So, ladies, does your man smell like an Old Spice man? You tell me. Mais ça, il faut le faire, hein? 911 000 fans sur Facebook. 911 000 fans d'une marque commerciale, de la part d'une génération qui se dit anti-commerciale. 120 000 suiveurs ou fans sur Twitter. Ce qui est arrivé aussi, c'est que quand ils se sont mis, évidemment, à tweeter, puis sur Facebook, les gens se sont mis à poser des questions. Et ce qui est arrivé, c'est que la marque s'est mise à répondre. Et donc, la marque s'est mise à répondre, et donc les gens écrivaient, et Old Spice s'est mis à produire des messages qui répondaient directement aux gens. Ils ont fait 180 vidéos, je vous en présente un. Kristen Williams writes on Facebook, I like this. As a joke. Hello, Kristen Williams. I can tell from your post that you're a beautiful woman with brown eyes and sweet blonde sun-kissed hair, who owns an erratic dog. That's just a guess. Well, actually, I know it's a fact. So I guess that makes it not a guess, but a cold, hard fact. I want to sweep you away on a scent vacation where we ride on the back of a majestic whale that shoots personalized embroidered treasures for you out of its blowhole. I'm sure your husband Jason never did that. I'm just saying. Donc, ils ont fait 180 de ces vidéos. Le dernier a été vu 2,5 millions de fois. C'est extraordinaire. Et donc, ils se sont mis à répondre au hasard aux gens qui avaient posté. Mais c'est sûr que quand tu es intéressé, tu suis la marque sur Facebook, c'est sûr que tu vas faire un posting dans l'espoir que
qu'on te réponde. Je vais vous présenter un autre cas, un cas qui est tout récent. Ça, c'est une campagne, c'est pour un produit qui a été lancé, qui est un très vieux produit à nouveau, qui est en Europe. La campagne a été lancée il y a un mois. Ça a été lancé, je crois, c'était le 25 août. On parle ici d'une campagne purement Internet. On parle d'une campagne où on invite des gens à... on parle d'un chasseur d'ours qui va tuer un ours. Et on invite les gens à dire, est-ce que vous voulez qu'il tue l'ours ou qu'il ne tire pas l'ours? Et donc, il prend le Tipex, qui est un peu l'équivalent de ce qu'on avait, de ce que nous, on appelle le liquid paper. Il prend le Tipex et il efface la phrase qui dit « A hunter shoots a bear ». Et là, vous tapez le mot qui vous convient, le mot qui vous tente. Donc, « A hunter is dancing with a bear, kisses a bear », et peu importe. Et donc, vous changez la finale du message. Et vous pouvez taper à peu près ce que vous voulez. Et ils ont fait suffisamment de finales pour que ça marche finalement. En un mois, 9,3 millions de visites. 9,3 millions. C'est un produit qui est à l'ère Internet où on est. Ils ont 50 finales différentes, mais voilà. Depuis le 25 août, 9,3 millions de visionnements. C'est un phénomène, on dit toujours, on veut une marque virale, on veut une marque virale. C'est sûr que quand on ne peut pas prévoir la viralité, on peut la stimuler, on peut la pousser, on ne peut pas demander à une agence de rencontrer des objectifs, je veux avoir 9,3 millions de visionnements. Ça fait en sorte, c'est parce qu'il y a un autre phénomène qui embarque, c'est qu'aujourd'hui, c'est le consommateur qui est en contrôle. L'entreprise a un certain contrôle, mais le consommateur est beaucoup en contrôle. Alors, on peut stimuler. Et le consommateur en contrôle, ce qu'il fait, lui, il veut plus se faire dire, lui, il veut participer, il veut influencer, il veut décider, il est mature, il est renseigné. Donc, voilà. Ça donne lieu au phénomène des marques ouvertes. Autrefois, les marques étaient gérées de façon extrêmement rigide. On avait des guides de normes, il fallait faire X, pas faire Y. On avait des positionnements, on parlait avec des paramètres extrêmement serrés de gestion de marque. On produisait 1, 2 messages publicitaires par année et puis on y pensait, on analysait de façon extrêmement serrée. Cette pratique-là existe encore aujourd'hui. Mais par la même occasion, il y a toute une nouvelle tendance où les marques font participer les consommateurs. Je vous dirais, en 2008, Lafley, qui est le chef de la direction de Procter & Gamble, a dit « Laissez aller le contrôle, ce n'est plus nous qui avons, nous comme annonceurs et comme entreprises, qui avons le contrôle de nos marques, ce sont les consommateurs. » Pour que P&G dise ça, P&G qui était l'entreprise qui avait le contrôle probablement le plus serré sur ses marques, que le président-chef de la direction dise ça, on peut s'imaginer l'ampleur du phénomène. Et ça part d'un phénomène qu'on appelle le crowdsourcing ou l'impartition à la foule. En fait, le crowdsourcing, ça part du principe qu'un million de têtes valent mieux qu'une. Et qu'un million de têtes de nos consommateurs puis des gens qui utilisent nos marques et qui voient les marchés sont probablement aussi bien renseignés que nos 2 ou 3 têtes marketing qu'on a dans l'entreprise. Et donc, ce que ça fait, c'est que ça transforme la façon dont les entreprises travaillent. Au lieu d'avoir un processus de travail puis de création qui durait 6 mois, 8 mois, 1 an, 2 ans pour faire des produits, aujourd'hui, on imagine des choses, on lance des scénarios dans le marché, le consommateur participe, façonne le produit, nous dit ce qu'il veut, et nous, ça nous permet d'avoir, nous comme entreprise, ça permet d'avoir beaucoup d'idées, d'imaginer des choses qui n'auraient pas pu se produire auparavant. Et donc, ce que ça fait, c'est que le consommateur est maintenant transformé en collaborateur. Il participe. Et donc, ça crée un autre phénomène. Ça crée 2 phénomènes. C'est que les entreprises ne peuvent plus dire « Ah, c'est le client et les consommateurs, puis ils ne savent pas de quoi ils parlent ».
il participe vraiment à la création de la marque, donc ça force l'entreprise à ouvrir ses façons de faire. Puis l'autre chose que ça fait, c'est que le client, lui, ou le consommateur, il ne peut plus critiquer, il participe activement à la création. Évidemment, le premier phénomène de crowdsourcing ou d'impartition à la foule, c'est Wikipédia, où on n'aurait pas pu s'imaginer du temps des encyclopédies, Grolier et de tous ces entreprises de ce registre-là, ils validaient, ils recherchaient, tout était absolument confirmé. On n'aurait jamais pu s'imaginer que le peuple écrive une encyclopédie. Pourtant, aujourd'hui, c'est l'encyclopédie la plus consultée. On voit des entreprises qui avaient autrefois des façons extrêmement rigides de gérer, comme IBM, comme Kraft, comme P&G, qui deviennent maintenant extrêmement ouvertes aux consommateurs. Puis ça, je vous parle là, depuis les 3, 4, 5 dernières années. C'est tout récent. Alors, IBM, ils ont un processus qu'ils appellent JAM. JAM. Et pas jam comme avec Kraft pour les confitures. Donc, le jamming de IBM, ce qu'ils font, c'est qu'ils invitent des entreprises à participer. En 2006, ils ont fait un jam session. Ils avaient 150 000 personnes de 104 pays, 67 compagnies, et en résultat de ça, ils ont parti 10 nouvelles entreprises dans lesquelles ils ont investi 100 millions de dollars. C'est ce qui assure leur croissance, leur dynamisme, toute la pérennité, puis la prospérité, puis vraiment toute la vibrance de cette marque puis de cette entreprise. Alors, un jam session. On n'aurait jamais pu imaginer ça. Avant, on les appelait The Big Blue, la marque qui était très contrainte, très rigide, très campée, très réglementée. Kraft, ils ont un programme qui s'appelle Innovate with Kraft, Innover avec Kraft, et où donc ils invitent les clients, les fournisseurs, les gens qui peuvent participer soit au processus de fabrication, qui ont des nouveaux ingrédients, des nouvelles façons d'emballer les produits. Et donc, tout le monde peut venir participer, donner ses idées à Kraft. Les idées qui sont retenues, évidemment, ils ont des contrats avec Kraft. Ça change complètement les processus d'attribution de contrats par appel d'offres, où on a défini auparavant les besoins, où on a défini les paramètres. Les entreprises soumissionnent sur les paramètres de façon la plus serrée parce qu'ils se disent, si je dépasse les paramètres, je n'aurai pas de points pour ça. Et donc, maintenant, on se dit, peut-être que nous, on ne les connaît pas, nous, les paramètres. Peut-être qu'il y a des gens dans le marché qui connaissent les paramètres. Et donc, ils invitent les gens. P&G, de la même façon, a fait Connect and Develop. Et c'est comme ça qu'ils ont inventé le Swiffer Duster, donc l'espèce de truc pour épousseter, qui vous vendent des 4 puis des 5 $ la boîte pour remplacer ce qu'autrefois, on prenait un torchon pour faire. Alors, ils ont remplacé un produit qui coûtait 0 $, qui coûtait rien, un truc qu'on utilisait avant de mettre à la poubelle. Puis maintenant, volontairement, on dépense 4, 5 $ pour une boîte de ces petits trucs pour épousseter. Pourquoi? Parce que ça nous facilite la vie. Mais ça, c'est venu, évidemment, d'une de leurs sessions. Je vous présente le cas de Dell. Dell, on a toujours connu Dell comme étant une entreprise qui nous laissait définir nos spécifications pour commander exactement l'ordinateur qu'on voulait. Et ça, c'était parmi une liste de paramètres que Dell avait fixés. Aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont lancé un truc qui s'appelle IdeaStorm, où donc, vous regardez les idées qui sont soumises, vous affichez vos propres idées, vous votez pour les idées qui sont soumises, et après ça, vous envoyez le résultat. Et donc, le consommateur, les gens participent, ils deviennent collaborateurs et ils participent activement à la création de produits. Je vous présente celle qui est en charge des IdeaStorm chez Dell. Hi, my name is Vida Killian, and I am the IdeaStorm manager at Dell, and I'm really excited to share something new with you today. Dell has had IdeaStorm for almost 3 years now, and it's been an amazing open crowdsourcing concept for us, and we generated over 13,000 ideas from the community. Let me tell you how it works. First, Dell will initiate a storm session around a targeted topic that is relevant to one of our current business needs. Then we will ask you, the community, to post your ideas, to vote and comment on ideas, and basically tell us what you think we should be doing on this topic.
I'm really excited about this. We have 2 great sessions ready for launch and many, many more to come. So check it out today, check it out in the future, and tell us what you think we should be doing. Thank you. Vous imaginez, avant, les entreprises définissaient leurs produits, puis la marque annonçait. Aujourd'hui, si on dit qu'une marque, c'est la somme totale de tout ce qu'on voit, qu'on touche, qu'on expérimente, le produit fait partie de la marque. Et là, ce produit-là, il n'est plus géré de façon extrêmement étroite. Ce principe-là s'applique évidemment aussi au journalisme. CNN, qu'on connaît très bien, a lancé ce qu'ils appellent les I-Report, donc I comme je suis le reporter. Autrefois, évidemment, les journalistes avaient la main mise sur l'information qui était diffusée. C'était l'éditeur qui décidait. Mais aujourd'hui, avec le I-Report, ce qui se passe, c'est que les consommateurs vont, ou les auditeurs, je devrais dire, vont sur le site de CNN, affichent ce qu'ils trouvent important. Et aujourd'hui, c'est ce qui se met à définir ce que CNN va couvrir et comment elle va le couvrir. Alors, par exemple, et ça, c'est un phénomène extraordinaire, la cérémonie d'inauguration de Barack Obama, je ne sais pas si vous avez vu sur Internet, CNN, ce qu'ils ont fait, c'est qu'au lieu d'avoir la photo officielle des photographes, ils ont pris 628 photos des gens qui étaient sur place, qui assistaient à la cérémonie d'ouverture, et à travers une technologie de Microsoft, ça nous permet d'aller aussi près que de voir Barack Obama en très, très gros plan, de voir Michelle Obama, de reculer, de voir, par exemple, quand Itzhak Perlman a joué le violon à la cérémonie d'ouverture, on pouvait voir Itzhak Perlman, on peut voir en 360, on peut voir l'obélisque, on peut voir la Maison-Blanche, et donc on peut voir vraiment un 360, je vous invite à y aller, c'est encore affiché aujourd'hui. C'est extraordinaire, mais tout le monde a participé, tout le monde était là. On avait l'impression de vivre l'ouverture, évidemment, de cette inauguration, et ils ont appelé ça « the moment », le moment où le président est couronné et où on participe. CNN goes beyond borders in search of everyday people changing the world. The nominations for CNN Heroes 2010 are now open. Get your hero today at cnn.com/heroes. À nouveau, on participe. Anderson Cooper nous invite à soumettre qui on voit comme héros. En fait, toute cette CNN Heroes, c'est une émission spéciale qu'ils font une fois par année où c'est comme une espèce de concours dans la population où on a soumis des gens qui sont des gens ordinaires, qu'on trouve qui sont des héros, puis ensuite on vote pour savoir lequel va être le grand héros de l'année. Mais tout ça, c'est en mode complètement ouvert. Autrefois, on aurait dit non, l'éditeur va décider, on va décider qui on met en nomination. Oui, les gens pourront soumettre, on décide qui est en nomination, on décide qui gagne. Aujourd'hui, c'est plus ça du tout. L'auditeur participe vraiment au contenu de l'émission. C'est sûr que ça nous amène dans un monde de plus en plus sans frontières, dans un monde où de plus en plus on participe, on voit les marques, on voit les expériences de façon absolument internationale. Et ça crée un autre phénomène qui est le consommateur qu'on a appelé le consommateur tribal. Pourquoi? Parce que avec toute cette mondialisation, on voit des marques qui, de plus en plus, sont uniformes à travers la planète. On voit les grandes rues de magasinage dans toutes les villes du monde, elles se ressemblent de plus en plus. La Ginza à Tokyo ressemble en tout point à la 5e à New York, ça ressemble aux Champs-Élysées à Paris, sauf quelques points d'architecture. Autrement, c'est toutes les mêmes grandes marques. Et on a un peu une espèce de sentiment de dépersonnalisation, on se sent un peu désincarné, on se sent un peu déraciné, et il y a comme un besoin d'appartenir à quelque chose. Et c'est à la fois, on est enivré par cette globalisation, à la fois on sent le besoin de retourner, et c'est ce qu'on a appelé le phénomène de la localification. Donc, on revient à des sources locales. C'est comme ça que, par exemple, les marchés publics
reviennent en force. C'est comme ça qu'on a envie de manger des aliments qui viennent de pas plus loin que 100 000 à la ronde. Vous allez dire, il y a des toutes sortes de préoccupations écologiques qui touchent ça. Oui, c'est vrai, mais en même temps, tout ce phénomène des marques terroirs, il est de la fierté qu'on a de nos produits locaux et des marques terroirs est importante. Je vous présente le cas d'une toute petite entreprise. En fait, c'est tout simple. Deux pêcheurs dans le Maine. John et Brenton. Ils sont deux frères, ils ont 26 et 28 ans. C'était des pêcheurs de homard. Et ce qu'ils ont fait, eux, ils ont compris que les gens, ils ont comme cette espèce de besoin de connexion et ils ont lancé une proposition que pour la mince somme de 2 995 $ par an, vous achetez une cage à homards. Tous les homards qui sont pêchés dans cette cage vous sont acheminés. Et donc, puis vous avez un minimum garanti de 40 homards, ce qui n'est pas très économiquement viable, si vous voulez mon avis, mais quand même. Et donc, ces deux frères-là ont aujourd'hui une entreprise de 10 millions de dollars de revenus. Mais c'est toute l'idée de dire, catch a piece of Maine. Donc, vous avez votre propre cage de homard qui est dans les eaux, elle est identifiée à vous, puis ce qu'on pêche, vous l'avez. Alors, c'est comme si on était connectés. Puis à chaque fois qu'on reçoit quelque chose, on dit « Ah, tiens, j'ai pêché aujourd'hui. » Ouais. Walmart s'est senti le besoin de faire ça. Walmart, qui est l'entreprise de toutes qui dépersonnalise, mais Walmart se sent le besoin de faire ça. Il est accusé souvent de fois, évidemment, de commercialisation à l'extrême. A dû agir spécialement au Québec pour se connecter. Voici un produit qu'on retrouve dans tous les Walmart du Québec. Il fait partie des milliers d'articles que Walmart achète à plus de 1350 fournisseurs québécois. L'an dernier, par exemple, Walmart a injecté plus d'1,5 milliard de dollars dans l'économie de la province. Et tous ces produits québécois vendus par Walmart se traduisent en emploi et en croissance pour toutes ces entreprises, de même que pour les compagnies qui, à leur tour, vendent à nos fournisseurs. Le programme Achat Québec de Walmart, c'est bon pour tout le monde. Donc, même les grandes marques se sentent le besoin de connecter avec une population locale pour agir comme le... Je vais vous présenter l'ironie de la chose. Burberry, qui est probablement une de ces grandes marques globales qui fait que la Ginza, les Champs-Élysées et la 5e à New York se ressemblent toutes. On a les Burberry partout, on a les grandes marques, les Vuitton, les Chanel, les Coach, nommez-les. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'évidemment, sur ces grandes rues, il y a des clients locaux. Il y a énormément de touristes. Alors, comment faire pour que ces touristes achètent dans un magasin puis stimulent les ventes, par exemple, du magasin la Ginza à Tokyo? Ce qu'ils ont fait, ils ont créé des collections locales. Donc, le Blue Label, c'est un style d'inspiration british, mais il n'est disponible qu'au Japon, que dans les magasins du Japon, parce qu'autrement, c'est comme si tous les magasins étaient devenus banalisés, puis il n'y avait plus de raison d'entrer dans les Burberry, qu'ils soient d'un endroit ou d'un autre. Et donc, pour redonner, ils ont créé ces espèces d'offres locales. C'est un phénomène qu'on voit qui est répandu à travers la planète, que ce soit chez les géants, que ce soit chez les toutes petites entreprises locales ou que ce soit chez les marques globales. Un autre phénomène, le consommateur activiste. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est beaucoup confronté à la situation où on voit que les gouvernements n'auront pas l'argent pour régler tous les problèmes sociaux, pour régler toutes les obligations. On voit que, par exemple, ils auront plus, on est inquiet à savoir est-ce qu'on aura des pensions quand on arrivera à notre retraite. Ce qui était sacro-saint ne l'est plus. Et donc, il y a comme ce sentiment que la société doit se prendre en charge parce qu'il y a un phénomène où on se dit, on ne compte pas sur les entreprises qui n'ont jamais mis des gens à la porte, se mettent à mettre des gens à la porte, reviennent sur leur convention collective,
On n'est pas sûr qu'on aura même les pensions qui nous étaient entre guillemets, dues. Et donc ça donne lieu au phénomène qu'on a appelé le phénomène de la rétrocession. Rétrocéder, ça veut dire redonner. Redonner à la société. Donc, on a pris, on redonne. Probablement que, en fait, ceux qui ont le plus pris de la société, on pense facilement à Bill Gates, à Microsoft, qui est devenu tellement immensément riche et qui aujourd'hui a cédé sa place comme président et chef de la direction de Microsoft pour s'occuper uniquement de la fondation de Melinda Gates, de Bill et Melinda Gates. Warren Buffett a donné 99% de sa fortune. 99% de sa fortune. Guy Laliberté redonne aussi à la société. Mais ce qui est formidable, c'est cette fondation Bill and Melinda Gates Foundation jouit aujourd'hui d'un capital de 75 milliards de dollars. Et ce qu'ils ont fait, qui est encore plus formidable, eux, ils ont décidé que, évidemment, il fallait donner à ces enfants suffisamment pour qu'ils aient pas de problème dans la vie. Il ne faut pas trop leur donner pour qu'ils aient le loisir de ne rien faire dans la vie. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, il y a tellement de problèmes sur Terre, il y a tellement de causes fondamentales à régler. Ils se sont mis en quête, ils ont fondé un truc qui s'appelle The Giving Pledge, on ne voit pas très bien, mais ils se sont mis en quête d'attaquer les milliardaires aux États-Unis. Et ils se sont dit, on va viser tous les milliardaires, ils les appellent personnellement, et à date, 40 milliardaires ont déjà accepté de donner 50% de leur fortune. Et ils disent, nous, on va leur parler, on va leur demander 50% de leur fortune. Vous n'avez pas besoin de milliards, donnez la moitié à des causes et on va gérer. Donnez à la nôtre, donnez à une autre cause, peu importe, mais vous devez donner. Et aujourd'hui, déjà 40 ont accepté de donner plus de la moitié de leur fortune. Dont George Lucas, Ted Turner, Bloomberg, qui est l'ancien maire de New York. Voilà. Et ça a parti, ces gens-là, ils ont déclenché un phénomène extraordinaire. Mais ce que ça fait, c'est que le consommateur dit c'est sûr que nous, on est inquiets du futur, les gens sont inquiets d'éducation, ils sont inquiets de santé, de paix et de guerre dans le monde, ils sont préoccupés de l'environnement. Ils sont préoccupés du bien-être de leurs enfants. Et donc, toute entreprise qui redonne à la société, ça contribue énormément à nourrir sa marque. Tantôt, je vous ai parlé de Dove comme une marque virale, mais Dove est aussi une marque qui a beaucoup redonné à la société. Ça, c'est le volet qui est probablement moins vu de Dove. Ils ont parti un fonds qui s'appelle le Fonds d'estime de soi de Dove, pour les jeunes filles qui sont en manque d'estime d'elles-mêmes et qui ne se trouvent pas belles. Et on sait, on est toutes passées par cette période de la vie où on se trouve trop grosse, on ne se trouve pas belle, on se trouve trop maigre, on n'aime pas nos jambes, on ne s'aime pas nous, et ça affecte évidemment toute l'estime de soi. Pour la plupart, on s'en sort, mais il y en a beaucoup qui vivent ça extrêmement difficilement. Et donc, je vous présente leur message. This world makes you crazy and you've taken all you can bear. Call me up, cause you know I'll be there. Your true colors shining through. I see your true colors. That's why I love you, so don't be afraid. Let them know you're beautiful. Ils auront touché 5 millions de jeunes filles d'ici la fin de l'année. 5 millions où ils auront touché pour aider les jeunes filles à avoir une estime de soi. Un autre cas, un autre exemple, ceux qui regardent Destiné aux hommes cette fois, Homes on Homes. Homes est un constructeur torontois
il y a une émission qui s'appelle Homes on Homes, où il va dans les maisons où les gens se sont fait un peu avoir peut-être par un contracteur. Puis, il en fait une émission télé où il dit, bon, ben voici, ça a été mal fait, nous, on va refaire bien. Quand il a voulu lancer sa marque aux États-Unis, il a fait un geste. Il est allé en Nouvelle-Orléans, où les gens avaient été laissés pour compte après Katrina. Plusieurs personnes étaient encore sans habitation 2 ans après Katrina. Et ce qu'il a décidé, lui, c'est qu'il allait en Nouvelle-Orléans reconstruire des maisons, puis comme il dit, making it right, donc arranger les choses pour ces gens-là. Et donc, il a redonné sans un sou, sans leur demander rien. Il est allé, la seule chose, c'est qu'il a fait une émission télé en même temps, et ça l'a aidé, lui, à se relancer ou à lancer sa marque aux États-Unis. Excellent pour lui sur le plan de la visibilité, de l'image corporative, excellent pour les citoyens de la Louisiane. Donner est un excellent exemple de construire sa propre marque. American Express, on ne peut pas s'imaginer plus grande entreprise, on critique les cartes de crédit. Comme toutes les cartes de crédit ont été extrêmement critiquées, font des profits exorbitants. Eux, ce qu'ils ont fait, ils ont parti un projet qui s'appelle Members Project. Évidemment, les détenteurs de cartes, ils les appellent des membres. Donc, c'est les projets des membres. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont lancé ça avec une campagne qui dit « c'est vos idées, c'est votre décision, c'est notre argent. Nous, on va mettre notre argent derrière vos idées, vos décisions. » Et aujourd'hui, il y a tout un site web où on peut aller lancer des initiatives. Lancer des initiatives où on dit « je suis préoccupé de la pauvreté dans le monde, des déchets nucléaires, de l'éducation, etc., etc. » Et les gens lancent des idées. Les consommateurs reviennent ensuite voter pour les grandes idées. Et maintenant, les nominés pour le Grand Prix ou les Grands Prix pour cette année sont annoncés. Ils n'ont pas annoncé leur Grand Prix, mais pour cette année sont annoncés. Ils en ont fait des messages télé qu'ils My name is Lisa Heslop, and I am a wife and a mother. I'm the founder of Children Mending Hearts. Have you ever thought about what attacks are hard? The reason I was doing this was because of my kids. I feel like kids live what they see. I wanted them to see me becoming a citizen of the world, so it was about them. Really. The only thing I want you to do today is have fun. And smile. And laugh. And dance. My goal for Children Mending Hearts is, I want to have therapists, dance, music, art, and I want to keep doing this exchange between at-risk kids here. Children have the ability to really change the world. And I feel like if you empower the children here and you empower the children there, and you create a connection between the two of them, only good things are going to happen. No matter what you want to do, Members Project from American Express can help you take the first step. Vote, volunteer, or donate at takepart.com. Et donc, ce que cette femme a fait, c'est qu'elle a pris des enfants à risque ici et elle les a agencés avec des enfants dans des pays défavorisés. Puis, en établissant cette connexion, elle a réussi à égayer la vie des enfants là-bas et à faire prendre conscience aux enfants ici de leur véritable avantage. Puis, elle a redynamisé les deux sociétés. Et ce qui est intéressant, c'est que American Express nous invite à venir soumettre nos idées. À nouveau, ça touche le phénomène des marques ouvertes, puis ici, de la rétrocession, on redonne à la société. Probablement que l'entreprise je ne sais pas si vous connaissez Tom's Shoes.
Toms, lui, ce qu'il a décidé de faire, il a trouvé que c'était bien épouvantable que dans les pays, évidemment, en voie de développement, que les enfants, ils n'aient pas de souliers. Et donc, il a parti une entreprise de souliers où chaque paire de souliers qu'on achète, il en donne une à des enfants ou des gens en pays défavorisés. Et donc, chaque paire de souliers qu'on achète, il en donne une, un pour un. Et aujourd'hui, ce qu'il a fait, évidemment, il fait des souliers tout simples. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'en signe d'endossement, les vedettes se sont mis à porter ces souliers. Et aujourd'hui, il a donné 1 million de paires de souliers. Giving us these pair of shoes. We really appreciate that. Gracias por los zapatos. Gracias. Merci pour souliers. Thank you so much for all your support. None of this would be possible without you. Quand on voit ça, on sait pourquoi on achète une paire de souliers de chez Toms plutôt qu'ailleurs. Parce qu'on sait qu'à chaque fois, on fait plaisir à un enfant quelque part dans le monde. Ça m'amène à ma dernière tendance, que j'ai appelée le consommateur vigilante, donc celui qui est aux aguets, qui surveille, et qui dit, on s'est fait raconter beaucoup d'histoires par les entreprises, et puis aujourd'hui, je veux savoir avec qui je transige. Il y a beaucoup de produits qui sont rendus banalisés, c'est-à-dire que les produits sont égaux, mon prix équivaut le tien, mais si je tourne comme ça, si je prends plus de minutes, ça, c'est plus avantageux, mais en contrepartie, il faut que je paye pour tel service, et donc, à la fin, ça devient extrêmement difficile de comparer produit pour produit. C'est sûr qu'avec les méthodes de production qui sont extrêmement sophistiquées, les produits arrivent à parité. Puis donc, ce qui commence à faire de plus en plus une différence dans la balance, c'est avec qui je transige, de qui j'achète. Qui êtes-vous comme entreprise? Est-ce que je vous connais? Est-ce que j'endosse vos valeurs? Et donc, ça donne lieu au phénomène des marques corpo. Je vous dirais, probablement, durant les années 80, 90, c'était extraordinaire faire une campagne d'entreprise. C'était les grandes campagnes publicitaires, c'était les campagnes d'entreprise. Les grands prix convoités dans les concours publicitaires, c'était les campagnes institutionnelles. Aujourd'hui, il n'y en a même plus de prix de campagne institutionnelle. Ça n'existe plus. Ça a été remplacé par des prix de web, des prix, etc. Mais il n'y a plus de campagne institutionnelle. Cependant, de plus en plus, on veut savoir avec qui on transige comme entreprise et on a besoin, un espèce de besoin d'authenticité, de connaître les valeurs de l'entreprise. On veut savoir où Walmart fait faire ses trucs. On veut savoir si Apple, leurs produits sont écologiques et on le demande et on l'exige. Et donc, ce que ça fait, c'est que, évidemment, ça demande aux marques d'être extrêmement cohérentes dans leur comportement d'entreprise pour livrer que leur comportement d'entreprise soit extrêmement cohérent avec leurs promesses de marque. Et quand ça ne l'est pas, les consommateurs le voient, s'en rendent compte et le tribunal de l'opinion publique, disons, tranche assez rapidement.
Je vous présente le cas d'une entreprise qui est AIG. AIG, une entreprise financière américaine, a été prise évidemment dans tout le déboire toute la crise économique financière aux États-Unis. Ici, je vous montre un cas où ils n'ont pas fait de campagne de pub, ils ont bénéficié des financements du gouvernement, mais ils ont eu un comportement d'entreprise qui a contrevenu largement aux attentes des consommateurs. Et donc, je vous laisse voir le clip des nouvelles. The luxurious St. Regis Resort on the coast of Southern California. Only days after taxpayers provided $85 billion to bail out insurance giant AIG, company executives came here for a week-long retreat, wining, dining, and golf. The company's cost, $440,000, including $23,000 for spa treatments. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que c'est acceptable de la part du consommateur? Absolument pas. Et donc, tous nos comportements d'entreprise, moi, c'est ce que j'appelle la cohérence organisationnelle. Toute cette cohérence organisationnelle devient extrêmement importante. Et ça devient un facteur de marque qu'on ne peut plus cacher et qu'il faut absolument soigner. Je vous présente le cas de la STM, que vous avez probablement vu, tout le rebranding, le repositionnement de la STM ici à Montréal, donc notre société de transport qui a été pendant 20 ans, on a désinvesti dans le transport en commun à Montréal, plus assez d'autobus, les métros sont en fin de vie utile, ils sont pris dans un processus d'appel d'offres terrible, et leur objectif, c'est d'augmenter l'achalandage. On s'entend que pour faire augmenter l'achalandage, on ne demande pas aux gens qui n'ont pas de voiture de se déplacer plus souvent pour que ça augmente l'achalandage du transport en commun. On s'entend que la seule façon d'augmenter l'achalandage du transport en commun, c'est de s'arranger pour que les gens laissent la voiture à la maison et prennent le transport en commun. On a regardé plusieurs angles stratégiques. Le seul angle qui était convaincant, c'était évidemment pour la cause environnementale. Et donc, on a lancé tout le mouvement collectif qu'on a appelé, en engageant l'action citoyenne. Le mouvement est en marche et on a enjoint les gens de venir en transport collectif. Pour ce faire, évidemment, on a illustré l'impact que ça avait sur l'environnement. Donc, un bus égale 50 autos de moins sur la route, un métro, 715 autos de moins sur la route, un bus articulé, c'est 70 de moins, 3 bus, c'est 1 km d'embouteillage en moins, Longueuil-Montréal, c'est 4 minutes en métro. Donc, on a illustré tout ça et montré cet impact sur l'environnement. Et moi, je peux vous dire que quand on a fait toutes les phases de planification stratégique, et quand on expliquait ça aux consommateurs, puis aux utilisateurs, aux usagers, ils ne donnaient pas à la STM la permission de lancer ces messages sans que la STM fasse elle-même sa part. Donc, ils disaient, c'est bien beau, vous allez nous demander de troquer la voiture pour le transport en commun, mais vous, qu'est-ce que vous faites pour l'environnement? Et donc, il a fallu démontrer deux choses. Que, la STM avait une offre qui était augmentée, parce que nous, c'est bien beau nous demander de prendre l'autobus, mais s'il n'y en a pas plus d'autobus, on va juste l'attendre plus longtemps. Et donc, il a fallu expliquer qu'on avait 350 autobus de plus. Avec 350 nouveaux bus, c'est plus facile d'être vert. Et donc, on expliquait aux gens ponctuellement sur chacune de leurs lignes. Donc, on les aidait à être plus verts, mais surtout, il y a eu toute une série d'actions un peu partout qui présentent la STM comme une entreprise soucieuse de l'environnement. Et ça, c'était tous des gestes, soit qu'ils faisaient déjà ou qu'ils ont commencé à faire. Donc, la STM a une bonne conduite. Ils ont implanté la conduite écologique qui fait en sorte que ça a sauvé 5 % de carburant. La STM lave plus propre, bien, elle lave tout avec des savons bio. La STM surveille sa vitesse, les escaliers mécaniques ralentissent quand il n'y a personne sur les escaliers. Dès qu'on embarque, les escaliers accélèrent, on économise de l'énergie. La STM voit clair, 96 km de tubes fluorescents qui sont recyclés chaque année.
elle rechappe les pneus, etc., etc. Mais si la STM n'expliquait pas aux citoyens ce qu'elle fait elle-même comme entreprise soucieuse de l'environnement, les usagers ne lui donnaient pas la permission de leur demander de troquer la voiture contre le transport en commun. Si vous me demandez quelque chose, moi, je voudrais bien savoir ce que vous faites, puis est-ce que vous êtes cohérent. Et donc, aujourd'hui, on n'a plus le loisir de dire on va demander aux consommateurs de faire des choses sans nous-mêmes le livrer. Dans le fond, c'est juste une façon équitable de construire les choses. Mais les comportements d'entreprise aujourd'hui sont extrêmement importants pour construire la marque. Je vous présente un dernier cas. Puis ce cas-là, c'est à la fois un cas magnifique, c'est grandiose, puis c'est triste, puis c'est... en fait, c'est un cas qui fait beaucoup réfléchir, et c'est le cas de Levi's aux États-Unis. Levi's, vous connaissez, entreprise de jeans en déclin, les ventes en déclin depuis sur 10 ans. Et ils ont décidé, avec une agence américaine qui s'appelle Wieden Kennedy, ils ont décidé de se repositionner puis de retourner à leurs racines de vêtements de travailleurs. Parce qu'au fond, les jeans, au tout départ, c'était des vêtements de travail. Alors, ils ont décidé de retourner à leurs origines de vêtements et de célébrer les vrais travailleurs. Excellente idée stratégique. Ils découvrent aussi qu'il y a une ville qui s'appelle Braddock. Braddock, c'est la ville la plus pauvre aux États-Unis. Elle est en Pennsylvanie. Braddock a eu autrefois 20 000 résidents. Elle en a aujourd'hui à peine 2 500. Or, quand 85 % de la population de la ville a quitté, vous vous imaginez que 85 % des immeubles sont vacants. Comme dit le maire, 90 % de notre parc habitable est sur un landfill, sur un dépotoir, littéralement. Les édifices en décrépitude, que ce soit les maisons, que ce soit les entreprises. Le prix moyen des maisons à Braddock est de 6 200 $. Américain, vous direz, mais quand même. Puis est venu ce maire à Braddock qui s'appelle John Fetterman. John Fetterman, il a gradué au MIT avec maîtrise en politique publique, public policy. Il est venu sur une espèce de projet humanitaire à Braddock et il est tombé en amour avec la ville, cette espèce de ville en complète décrépitude. Et puis, il est devenu maire. Et au fil de ces années comme maire, il a pris la ville, vraiment, la ville lui est rentrée dans les veines. Et vous voyez, c'est un maire, bon, il a l'air d'un boxeur plus que n'importe quoi d'autre. Il fait 6 pieds 8, paraît-il, il pèse 325 livres. Il a des tatous sur les bras. Ce que vous voyez sur son bras gauche, 15104, ce que vous voyez en haut, au-dessus de Braddock, c'est le zip code, le code postal de la ville. Il a tatoué sur le bras. Sur son bras droit, il a 5 dates. C'est les dates des 5 meurtres qui ont eu lieu à Braddock sous sa gouvernance. Il prend ça à cœur à ce point-là. Il y a vraiment les citoyens. Puis lui, il a décidé qu'il allait rebâtir ou reconstruire cette ville-là. Et il dit, quand tu es en destruction totale, il dit, tu n'as pas de choix que de te réimaginer. Et donc, lui, il a pris ça en cause. Il gagne 150 $ par semaine comme maire. OK? Non, par mois, excusez-moi, par mois. 150 $ par mois. C'est sûr qu'il est subventionné par sa famille. Et il a décidé qu'il allait redonner. Alors, il a acheté ce qui était autrefois le centre communautaire. Puis arrive Levi's, qui veut revenir à ses origines de travailleur, puis de vêtements de travail. Et donc, Levi's, dans cette campagne, a décidé de célébrer Braddock. Et donc, ils ont lancé une campagne qui s'appelle Go Forth, donc aller de l'avant. This country was not built by men in suits. Ce pays n'a pas été construit par des gens en habits. Il a été construit par des travailleurs. Et donc, ils célèbrent les travailleurs. Nous sommes tous des travailleurs. Et donc, Levi's s'est rendu à Braddock et ils ont filmé, photographié. Toute la campagne est issue de Braddock. Et donc, tous les gens qui sont là, ce sont des résidents. Et donc, nous sommes tous des travailleurs. Everybody's work is equally important. Le travail de tous
est aussi important. Tous des citoyens. Et donc, ils se sont mis à célébrer le travail puis nos origines de travailleurs. C'est extraordinaire pour une marque comme Levi's. Voilà. Ils ont fait, en même temps qu'ils étaient à Braddock, ils ont fait des clips. Ils ont interviewé des citoyens. Ils ont mis sur le web 11 épisodes. Les épisodes varient de 15 à 20 minutes chacun d'entrevues avec les citoyens de Braddock. C'est extraordinairement touchant. Mais ce que Levi's a fait, c'est qu'ils ont commencé à investir à Braddock. Ils ont investi dans 3 choses, dans le centre communautaire, dans des jardins, le potager, un jardin communautaire, et dans la bibliothèque. Je vous montre le message publicitaire. Tout filmé à Braddock. We were taught how the pioneers went into the West. They opened their eyes and made up what things could be. A long time ago, things got broken here. People got sad and left. Maybe the world breaks on purpose, so we can have work to do. People think there aren't frontiers anymore. Can't see how frontiers are all around us. Et là, Levi's est allé à Braddock, a investi dans le centre communautaire. Il faut savoir que le maire l'avait racheté, mais n'avait pas l'argent pour le rénover. Ils ont complètement ramené les vitraux, refait le centre communautaire au complet. Ils ont redonné à la bibliothèque sa gloire d'autrefois. Il faut savoir que c'est une bibliothèque qui a été construite par Dale Carnegie, qui est un grand pionnier, un des grands donateurs aux États-Unis. Le Carnegie Hall, vous connaissez. Et donc, la bibliothèque avait été construite en 1889, était complètement décrépite. Levi's a donné pour reconstruire la bibliothèque et lui redonner sa gloire. Ils ont investi aussi pour aider les gens à faire des jardins communautaires où les gens participent, viennent, puis ils ont un immense, immense jardin où ils cultivent les légumes et tout. Et donc, ils vivent vraiment leur racine ou leur promesse de « go forth », aller de l'avant, nous sommes la marque des travailleurs. Mais émerge une controverse. La controverse, c'est que leurs jeans sont faits au Mexique et au Bangladesh. Mais là, vous vous imaginez, ils ont fait une campagne grandiose pour repositionner la marque. Ils ont donné à la communauté comme ils auraient dû. Et là, les blogs, la blogosphère est en feu parce que les jeans sont faits au Bangladesh puis au Mexique. Et là, John Fetterman, qui dit, lui, il dit, écoutez, il dit peut-être, mais il dit au moins, il donne quelque chose, au moins, ils nous aident à rebâtir notre ville, au moins, ils font quelque chose. Personne avant ne faisait rien. Ils nous ont rendus visibles, on a cette campagne publicitaire, parce que là, la ville, elle est menacée d'être complètement rasée parce qu'ils veulent faire passer une autoroute dans la ville. Au moins, ils nous donnent une chance. Ne les condamnez pas pour ça. Mais là, les gens disent, ouais, mais s'ils avaient été vraiment fins, ils auraient investi dans une usine. Puis, savez-vous que les deux parties ont raison? Les deux ont raison. Les gens, ils ont raison de dire qu'ils auraient dû construire une usine pour faire travailler. Et si un homme a faim, donne-lui pas un poisson, montre-lui à pêcher. Et donc, peut-être qu'ils auraient dû construire une usine à Braddock. Peut-être que, et c'est là où
le marketing qui gère la promesse de marque, puis des espèces de comportements organisationnels. Le CEO, puis le type qui est en charge de toute la production, il dit non, c'est pas économiquement viable de faire une usine à Braddock, puis qui fait ses usines au Mexique. Et là, la blogosphère est en feu. C'était dans le Globe and Mail le week-end dernier. Et donc là, c'est une controverse qui n'est pas facile à gérer. Et donc, pour moi, ça revient à ce que je vous disais au départ, qu'une marque, c'est vraiment le résultat de tout ce qu'on voit, qu'on touche, qu'on expérimente, et que c'est un contrat. C'est un contrat. Et les gens, aujourd'hui, sont lucides, ils voient, et quand on enfreint ce contrat, évidemment, ça ne peut pas être sans conséquence. Dans le cas de Levi, une magnifique campagne, je leur souhaite vraiment du succès. Puis je leur dirais, faites-toi une petite usine, toute petite, 300 personnes. Faites travailler 300 personnes à Braddock. Et je dois dire que depuis, en fait, ce matin, c'était annoncé qu'il y a un designer dans une petite ville américaine qui prend les vêtements de Levi's, qui les adapte, qui fait du design, donc qui adapte le design des vêtements Levi's et qui est en train de gagner un grand prix de design de mode à partir des vêtements Levi. Et donc, Levi redonne, espérons, va reprendre un peu de poil de la bête, les grandioses campagnes qui se retournent en controverse et où malheureusement, c'est triste, mais les deux parties ont raison. Et sur ça, ça termine ma conférence. Je vous remercie beaucoup. Beaucoup, c'est bien. Hein? C'est vraiment... Est-ce que ça fonctionne, le truc? Oui. C'est vraiment... Je n'appréhendais pas votre conférence, mais la marque, c'est un peu régalé. C'était extraordinaire. Vous avez tout rattrapé. C'était vivant. Un truc abstrait qui a été fait de façon vivante. Je voulais dire une chose avant que je vous invite tous à poser des questions. Il y en aura sans doute beaucoup, des intéressants. L'incident Levi's, il est arrivé aussi avec Walmart. Parce que moi, je l'ai fait comme consommateur. Moi, j'ai gueulé un coup. Vous allez dire c'est un Français, il gueule tout le temps. Merci. Non, c'est au moment où le dollar a monté, il y a 2 ans, je crois que c'était, un truc comme ça, ils ont fait une campagne de pub pour dire tous nos prix baissent chez Walmart parce qu'ils achètent américain, mais en même temps, il y avait une campagne achetée au Québec. Parce qu'ils ont vite retiré les deux des ondes. Oui, exact. Et c'est sûr que ce soir, je ne pouvais pas tout expliquer, tout toucher, parce que c'est tellement un grand sujet. Donc, j'ai tâché de choisir des exemples qui vont vous stimuler, puis espérons vous aider à réimaginer votre façon de travailler ou de concevoir les marques. Moi, dans ma tête, je ne perçois plus une marque comme un truc pour me faire acheter quelque chose. J'ai le goût d'en avoir. C'est bien. Alors, il y a des questions maintenant. C'est le temps des questions? Oui, j'en ai quelques-unes. Vas-y, Denis. Qui viennent du web. Que pensez-vous de l'ère actuelle des changements fréquents de logo et d'identité visuelle pour la notoriété des marques à court, moyen et long terme? Bon, excellente question. Il y a des marques où, la marque est tellement extraordinaire que le logo n'a pas besoin de changer. Et changer un logo pour le plaisir, moi, je le déconseille vivement. Pour changer un logo, c'est soit parce que, ou toute son identité visuelle, c'est soit parce qu'elle est rendue tellement vieillie. Et si elle est vieillie, c'est parce qu'elle n'a pas été nourrie. Une marque n'a pas besoin de vieillir, elle a besoin d'être nourrie. Et si on la nourrit bien, elle ne va pas se désactualiser. Ceci dit, il y a d'autres marques qui changent par plaisir. Il y en a une, moi, que j'aime beaucoup, qui est Burton. Donc, la marque des planches à neige. Cette marque-là, au départ, elle a été, le design était fait par une entreprise, il est encore fait par une entreprise qui s'appelle JDK à Burlington, au Vermont. Et puis, eux, je les connais bien, ils sont formidables designers. Et ils ont une philosophie que le logo, il n'était jamais 2 fois pareil. Pourquoi? Parce que dans la tête des jeunes, une entreprise qui a un logo qui est toujours identique, qui est bien normé, bien campé, c'est une entreprise inflexible, qui n'est pas agile, qui n'est pas à la vitesse puis à la mesure des jeunes. Donc, eux, leur politique, c'était de jamais mettre le logo à la même place. Des fois, le logo n'était pas affiché, des fois, il était à l'intérieur de la botte, jamais 2 fois identique sur les planches. Et c'était un geste délibéré de dire, nous, on abat la conformité et vive l'agilité.
Et donc, je pense que toutes les recettes sont bonnes, mais il y a probablement une seule recette ou peu de recettes qui sont bonnes pour une entreprise en particulier. Ça dépend vraiment de la problématique qui vous occupe. Une question là. Bonjour. Dans le premier segment, vous parliez de Zara qui se classait à un 48e rang dans un classement des marques. J'aimerais savoir sur quoi se basait ce classement et où vous l'avez pris. Ça, c'est un classement formidable. Si vous avez la chance, c'est Interbrand qui fait ce classement-là. Ils se basent, eux, ils prennent les marques qui sont des entreprises publiques, dont le nom de l'entreprise est aussi le nom de la marque. Pourquoi? Parce que c'est la seule façon de mesurer, si on veut. Et donc, ils font un classement chaque année qui se base sur l'innovation. Ils ont 64 vecteurs, je ne crois, si je ne me trompe, 64 mesures de marque. C'est un classement qu'ils font depuis des années. C'est global. Ça sort dans le Business Week. Puis je vous enjoins à vous renseigner là-dessus. C'est une mesure c'est probablement la mesure la plus fiable, la plus quantifiée sur la valeur des marques. Vous parlez tout à l'heure de cohérence organisationnelle. Est-ce que ça m'a intrigué un peu, cet aspect? Est-ce que vous sentez que la marque a une incidence à l'intérieur des organismes? Est-ce que ça a comme l'effet que ça donne dans... Pensez-vous que ça redescend un petit peu à l'intérieur de l'organisation comme telle? Je vous dirais, en fait, moi, j'ai fondé Cohésion il y a 13 ans, exactement avec cette prémisse-là, qu'une marque, c'est plus juste de la communication. Puis moi, je me suis dit, il faut aider les entreprises justement à ce que ça soit cohérent. Il y a 13 ans, je vous dirais, je prêchais dans le désert. J'étais pas mal la seule à parler de ça. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Puis aujourd'hui, en fait, les entreprises ils viennent nous voir en disant, aide-nous à planifier puis à livrer de façon cohérente. Et donc, maintenant, de plus en plus, on planifie l'expérience client, puis on les aide à réfléchir aux impacts que la marque va avoir sur chaque point de contact. Alors, je vais revenir à l'exemple de la STM parce que c'est un exemple extraordinaire. Carl Desrosiers, qui est un directeur exécutif à la STM, qui est en charge de toutes les opérations. Ce type-là, c'est un génie d'opération, si j'en ai jamais vu un. Lui, faire marcher la STM avec un équipement en fin de vie utile comme il a, c'est extraordinaire. Quand on a présenté le cas de dire il faut positionner la STM sur l'environnement pour mieux respirer, pour nous aider à mieux respirer, on a dit il va falloir, c'est dangereux ce positionnement-là. Oui, il va avoir un effet de levier chez les consommateurs parce que c'est la seule cause qui va nous faire laisser la voiture à la maison pour le transport en commun. Mais ils vont vous demander de réfléchir à toutes vos décisions. Et donc, je vous donne un exemple très, très précis. Vous allez acheter des nouveaux autobus, vous allez acheter des nouveaux métros. Allez-vous les prendre avec clim ou sans clim? Si on les climatise, ça coûte plus cher en énergie, mais les gens vont être plus confortables. Peut-être qu'il y aura plus de gens qui vont voyager. Et puis peut-être que ça aura un effet positif sur l'environnement. Mais en même temps, les gens vont dire, oui, mais de la clim, c'est anti-écologique. Si on les prend sans clim, sans climatisation, là, peut-être que les gens auront chaud à l'intérieur, peut-être qu'il y aura des gens qui prendront moins, etc., etc. Et donc, ils se sont dit, idéalement, il faudrait ne pas avoir de métro et d'autobus climatisés, mais il faudrait trouver un moyen pour que les gens soient confortables. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont annoncé la décision il y a 2 jours, je crois, que le nouveau métro ne serait pas climatisé. Et donc, je dirais, de plus en plus, les entreprises qui sont lucides puis qui sont vraiment bien articulées commencent à regarder les marques en disant, si je fais une promesse, je ne peux pas être disjoncté à l'interne. Quand Bell a pris des millions de dollars pour nous dire Bell est bien simple, des millions par année, personne ne les croyait. Pourquoi? Parce que ce n'était pas simple. Puis en fait, c'est astucieux, il lançait cette campagne-là dans un espoir de déclencher un mouvement de simplification à l'interne. Mais c'est jamais arrivé assez vite pour rencontrer la promesse de marque.
Et donc, de plus en plus, on a une obligation d'arrimer ces comportements-là. Est-ce que c'est universel? Pas maintenant. Mais c'est une tendance quand même. Il y a l'Internet, puis ensuite il y a monsieur. Pour Dove, est-ce que l'on sait quelles ont été les répercussions sur les ventes? Pour? La compagnie Dove. Dove. Hein. Les répercussions sont phénoménales. Dove est une marque qui s'est complètement réinventée. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais ils ont élargi leur gamme de produits. Dove, à l'époque, écoutez, c'était un savon, c'était une barre de savon. Maintenant, c'est des shampoings, c'est des soins pour la peau, c'est des désodorisants, c'est une gamme extraordinaire. C'est une gamme, ils ont appelé ça, je trouve ça chouette, ils n'ont pas appelé ça anti-âge, ils ont appelé ça pro-âge. Et donc, quand les femmes vieillissent, c'est pour les femmes qui vieillissent. Et donc, les soins anti-rides, etc., etc. Jamais auparavant, le consommateur n'aurait donné la permission d'étendre la marque ou d'avoir une élasticité telle à cette marque-là, parce qu'il n'aurait pas cru de la part d'un savon qui est complètement désuet. Avec une marque qui offre une proposition d'initiative pour la vraie beauté, tout à coup, on lui donne des permissions et elle a une élasticité qu'elle n'aurait jamais eue. Et donc, l'innovation de produit s'est multipliée, la marque est dynamisée et c'est devenu une marque extrêmement contemporaine. Bonsoir. Merci, j'ai appris plein de choses. Merci. J'aimerais avoir votre opinion sur la relation entre la marque et la sous-marque. Et savoir si on peut, parce qu'on sait que les marques, souvent les marques qui ont du punch, c'est des choses le plus simples possible. Donc, à un moment donné, pour faire passer le message, on a une marque qui est simple et on a des sous-marques pour venir appuyer ce message-là. Et là, j'en rajoute une. Si cette sous-marque-là a pour objectif d'éduquer le consommateur, qu'est-ce que vous en pensez? Oh mon Dieu. Alors là-dessus, je n'ai pas une opinion, j'en ai plein. J'ai probablement autant d'opinions qu'il y a d'entreprises. C'est-à-dire que moi, je suis une praticienne des marques. Hein. J'en ai lancé, j'ai lancé Monsieur B, j'ai lancé Jobboom, j'ai lancé Fido, j'en ai lancé dans toutes sortes. Puis, il y a la théorie. Après ça, il y a la... Et donc, j'aime les choses les plus simples possibles. Puis, être simple, ça veut dire qu'une marque doit avoir une promesse. Mais après, cette promesse peut nous donner la permission, ce qu'on appelle l'élasticité de la marque, donc la permission d'élargir sur plusieurs gammes de produits, sur plusieurs déclinaisons. Si on n'avait pas de sous-marque, par exemple, dans Dove, c'était juste Dove, puis qu'on n'avait pas pro-âge, on ne comprendrait pas que cette marque ou ce groupe de produits-là a un effet X. Puis s'adresse à une clientèle qui est bien déterminée. Donc, les sous-marques nous aident, nous, comme consommateurs, à naviguer dans toute l'offre, la panoplie de l'offre client, mais elle nous aide à naviguer, toujours sous le chapeau d'une grande promesse, par exemple l'initiative de la vraie beauté. Donc, ça nous aide à dire, ah oui, moi, je suis vraiment pour la vraie beauté, donc, puis j'endosse ce que Dove fait, donc je vais regarder leurs produits en premier, et là, les sous-marques m'aident à juste comprendre puis organiser et me diriger plus rapidement et faire des choix plus éclairés. Ceci dit, souvent de fois, les clients viennent nous voir et nous disent « Bon, tu sais, Christiane, on sent qu'on a une confusion dans nos marques. » C'est un euphémisme pour dire que c'est le chaos total. Et ce qui se passe, c'est que de fil en aiguille, un employé a eu une initiative, il a voulu l'appeler quelque chose, donc a créé une espèce d'appendice à la marque. Et là, on se ramasse avec des appendices d'appendices et on se ramasse avec un capharnaüm absolument total. Et c'est là que c'est désastreux. Et c'est là qu'il faut commencer à simplifier les choses pour le consommateur. Mais quand c'est bien fait et que les sous-marques nous aident à comprendre la différence dans les offres des clients et qu'elles sont soit bien articulées comme une déclinaison de la marque mère, il n'y a aucune contre-indication. Au contraire, c'est intelligent de faire la chose.
Évidemment, là, il faut voir la relation entre le produit, la marque mère. Est-ce que c'est une parfaite expression? Est-ce que c'est mieux d'être une sous-marque, une marque endossée, une marque orpheline? Et toutes les réponses sont vraies. Alors, par exemple, Kraft est propriétaire de Grey Poupon, la moutarde. Ils étaient propriétaires de Milk-Bone. Je ne suis pas sûre que les mères de famille qui nourrissent leur famille veulent savoir que c'est la même compagnie qui fait de la nourriture pour chiens. Donc, il y a des cas où, maintenant, ils n'ont plus cette marque, mais il y a des cas où il faut dégager des marques et vraiment les couper, les rendre orphelines. Quand Saputo a voulu lancer ou revoir sa gamme de fromages fins, c'est un autre bon exemple. Saputo, c'est connu, quand on parlait de Saputo, une évocation claire de la mode, de la PIDS. Hein? On la connaît, on l'a entendu. Et donc, fromage, un bon fromage, qualité constante, mais fabrication industrielle, en quantité, en masse. Quand vient le temps de faire un fromage de fabrication artisanale, les détaillants disaient, bien, vous ne connaissez pas ça. Ils avaient acheté des petits fabricants de fromage, puis ils disaient, vous ne connaissez pas ça. Et les consommateurs, s'il avait fallu mettre Saputo sur le nom de petits fromages artisanaux, bien, les consommateurs ne l'auraient pas cru. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a recommandé, entre autres, toutes sortes de choses, mais une des choses qu'on a recommandées, c'est de créer une division séparée pour les fromages fins. Que cette division-là séparée soit parce qu'elle aurait des indicateurs de performance complètement différents. On ne mesure pas la rentabilité d'un fromage de masse qui a une faible marge mais un grand volume, de la même façon qu'un fromage de spécialité qui a une forte marge puis un faible volume. Donc, les indicateurs de performance ne sont pas les mêmes. Les outils pour analyser la valeur que cette activité-là génère dans l'entreprise ne doivent pas être les mêmes. Et donc, on leur a recommandé de créer une division, éventuellement d'appeler ça Port-Neuf, parce qu'ils venaient de la région de Port-Neuf, donc le phénomène de la localification, les marques locales. On leur a recommandé de ne pas mettre le nom Saputo. On leur a recommandé d'impliquer les employés. Ils ont extrêmement bien fait ça. Et aujourd'hui, on voit une marque Port-Neuf où les employés sont fiers. Ils innovent. L'année du lancement, ils ont lancé la Sauvagine qui a gagné le Grand Prix du fromage canadien. Et donc, voilà un cas où il ne fallait même pas associer la marque produit à la marque mère. Donc, tout le chapitre de l'architecture de marque, disons que je n'ai pas une opinion, j'en ai plusieurs. Ça dépend des cas. Denis, est-ce qu'on a une autre question là? En fait, sur le web, j'en ai plusieurs, mais compte tenu qu'on a des contraintes de temps, on va se limiter à une seule pour terminer ici. Quel pourcentage du budget doit-on prévoir pour l'évaluation, c'est-à-dire les retombées, et pour le contrôle, filtrage, réponse, alimentation des sites et des blogs, lors de campagnes virales et lors de crowdsourcing? Quelle question. Quelle question. Ça dépend des catégories, puis ça dépend de à qui on s'adresse. Si on s'adresse à une cible de jeunes, on peut mettre 100% du budget. Par exemple, Scion a été lancé avec une large proportion de son budget en web. Marque où ils n'ont pas l'argent pour faire de la télé, ils vont faire une production, ils vont mettre sur le web, ça va devenir viral, puis ils ont mis une large proportion de leur budget. La seule vraie réponse universelle que je peux vous donner, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus contourner le web. Vous ne pouvez pas, en tant que gestionnaire marketing, ne rien faire sur le web. C'est être décalé, c'est être déraciné des réalités des consommateurs. Et donc, pour sûr, vous devez préoccuper de cette question. Gatorade, aux États-Unis, ils ont une équipe, ils ont une salle qui est dédiée, qui s'appelle Mission Control. Et cette salle-là est remplie d'écrans et ils surveillent constamment, en temps réel, ce que les blogueurs disent, ce que les consommateurs disent, ce que les athlètes pensent, ce qui les préoccupe. Et donc, ça devient une façon d'alimenter leur marque en temps réel. Et une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, c'est incontournable, on peut plus, on ne peut plus dire on fera du web quand on sera rendu plus loin. Non, c'est impensable. Voilà. Ben, merci beaucoup. Merci à tout le monde d'être venu. Merci. La barre est haute maintenant pour le suivant.